le forum du studio Kalangu, 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 le forum du studio Kalangu. Bonsoir à tous, c'est l'heure du forum du studio Kalangu que vous suivez chaque jour, une émission radiophonique de débat et de dialogue sur des questions d'actualité ou de société que vous suivez grâce à notre réseau dynamique composé de 45 radios partenaires émettant dans toutes les 8 régions du Niger. Certaines de nos productions sont également diffusées depuis le début du mois d'octobre 2020 par 5 chaînes de télévision privées du Niger. Le forum d'aujourd'hui porte sur le thème « Situation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19 », quelle avancée sur le plan curatif et préventif. Apparu pour la première fois à Wuhan, dans le centre de la Chine, fin 2019, la COVID-19 a plongé en moins d'une année toute l'humanité dans une crise sanitaire importante. Selon le site d'information www.sortiraparis.com, le monde a enregistré à la date du 26 octobre 2020 plus de 43 millions de cas avec 1,16 million de décès et de nouvelles vagues dans certains pays qui semblaient pourtant avoir endigué l'épidémie. La maladie demeure un sujet de grande préoccupation et chaque État essaye d'apporter sa contribution dans cette lutte à travers des stratégies nationales de riposte contenant diverses mesures. Quelles sont les avancées enregistrées au plan curatif de la COVID-19 ? Où en sommes-nous par rapport à toutes les tentatives de mise au point de vaccins contre cette maladie ? Une fois disponible, ce vaccin pourrait-il être mis à la disposition de tous les pays en nombre suffisant? Pour répondre à toutes ces questions et bien d'autres, nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio Dr Hanki Yahaye, médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Il représente ici la commission prise en charge COVID-19 du ministère en charge de la santé publique. Dr Hanki, bonsoir. Bonsoir Michel. Et Dr Bie José, il est médecin au niveau de l'Organisation mondiale de la santé OMS au Niger. Dr José, bonsoir. Bonsoir. À la modération de ce forum, vous avez Michel Deji. Bienvenue à toutes et à tous dans ce forum. Pour commencer, rappelons que selon le comptage de l'université Johns Hopkins à la date du 24 octobre 2020, les États-Unis sont le pays le plus endeuillé par la COVID-19 avec près de 225 000 morts pour environ 8,5 millions de cas recensés. Ils sont suivis du Brésil qui compte plus de 150 000 morts sur un peu plus de 5 millions de cas et l'Inde où la pandémie a décimé environ 118 000 personnes. Viennent ensuite le Mexique, le Royaume-Uni, l'Italie, la France, l'Espagne, le Pérou et l'Iran. Docteur José de l'OMS, comment expliquer le fait que ces pays soient les plus touchés par cette pandémie, malgré leur système de santé, pour la plupart relativement performant? Ok, merci beaucoup, Monsieur Michel, d'abord pour cette émission. Pour en arriver à la situation telle que vous l'avez justement très bien décrite, qui fait en sorte que effectivement, les pays les plus touchés sont les pays dont nous savons, de par l'histoire, de par les réalités aussi, que ce sont les pays les plus avancés sur le plan du développement, sur le plan des technologies, sur le plan de la recherche.
Mais malheureusement, il se fait effectivement que ce sont les pays les plus touchés. Qu'est-ce qui explique cela? Plusieurs facteurs expliquent cette situation. D'abord, il faut comprendre que c'est une nouvelle maladie. Ça, c'est la première chose. Une nouvelle maladie qui est tout à fait particulière dans le sens que sa contamination est aussi particulière. Je pense que, comme vous le savez, la maladie se transmet par voie respiratoire, de sorte qu'il est difficile, vu le mode justement de transmission de cette maladie, qu'on puisse la maîtriser facilement. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur qui contribue justement au fait que les pays développés ont le plus grand taux en termes de personnes qui sont touchées par cette maladie est lié au fait de l'environnement de ces pays. Quand nous voyons même l'environnement dans les pays développés, sur le plan des habitudes de l'environnement, on constate qu'il y a beaucoup plus d'attroupement, de foule, parce que le système de transport tel qu'il se présente en Europe et aux États-Unis, et dans la plupart de ces pays, ce sont pour la plupart des transports en commun où les populations sont obligées ensemble de prendre soit un train, soit un bus, de sorte que les regroupements de populations sont plus nombreuses dans ces pays, du fait justement, tel que je l'ai dit, des réalités liées à l'environnement que dans notre continent. Même en Afrique, on a ces manières de transporter quand même des passagers dans le transport en commun. Exactement, mais l'intensité n'est pas aussi grande qu'en Europe. Donc, c'est vrai, il y a du transport en commun en Afrique, mais l'intensité n'est pas aussi grande qu'en Europe. Quand vous voyez le niveau de déplacement qu'il y a en Europe, il est immense. Il est immense dans les grandes villes. Alors, l'autre facteur qui intervient en ligne de compte, c'est par rapport à la démographie même de ces pays. Quand vous regardez dans ces pays, les tranches d'âge les plus âgées sont très nombreux par rapport aux jeunes. Juste pour exemple, si je prends l'exemple d'un pays comme la Belgique ou la France, on a plus de 7% de la population qui est âgée de plus de 80 ans. Alors que si on regarde dans la plupart de nos pays africains, on ne dépasse pas le 1% de personnes âgées de plus de 80 ans. Le facteur âge joue sérieusement dans la transmission de cette maladie et dans justement les conséquences en termes de mortalité. Et comme je l'ai dit, les populations âgées dans ces pays sont plus nombreuses. Quand vous voyez cette comparaison entre 7% et à peine 1% dans nos pays, ce qui est reflété justement par l'espérance de vie qu'il y a dans nos continents, dans nos pays, et le fait que c'est une maladie virale qui atteint beaucoup plus quand même une certaine catégorie de population, comme je l'ai dit, de personnes d'un certain âge. Docteur, merci. Nous reviendrons dans un instant sur certains aspects que vous êtes en train d'aborder. Docteur Hanki Yahaye, comment expliquer le fait que le taux de létalité soit plus élevé dans certains pays comparativement à d'autres? Merci.
Merci Michel et permettez-moi sincèrement de remercier le studio Kalangu pour l'effort que vous faites pour informer nos populations. C'est vraiment à saluer. Je suis totalement d'accord avec le collègue Dr Zogel par rapport à certains aspects de cette ambiguïté, parce que s'il faut l'appeler comme ça, et quand cette maladie a commencé, tout le monde s'attendait à ce que ça soit quelque chose de plus catastrophique en Afrique. Et quand ça a commencé, on pensait qu'avec le niveau scientifique de ces pays développés, ça allait être tout de suite bien maîtrisé, mais ce n'était pas le cas. Qu'est-ce qui peut expliquer que ces pays semblent beaucoup plus vulnérables que nos pays, aussi bien sur le plan de contagiosité que de létalité? Il a commencé à évoquer certains aspects dont je suis effectivement d'accord, surtout environnementaux. Surtout si je dois aller un peu en détail par rapport aux aspects environnementaux, il y a les aspects démographiques, mais il y a aussi l'hygiène de vie, je pense. Ces pays-là ont été tellement prévoyants, ils ont été tellement méticuleux dans la protection des populations que c'est vraiment des suppositions parce que ce n'est pas totalement démontré. L'organisme humain là-bas ne se protège pas, c'est la science qui les protège. Contrairement à chez nous, où malheureusement on est livré à la nature. Je suis sûr que le coronavirus, le nouveau coronavirus est une nouvelle espèce. Ça, c'est sûr. Mais les coronavirus ne sont pas à leur premier jour dans le monde. Il y a eu beaucoup d'épisodes de coronavirus dans le monde. Il y en a eu qui ont fait des dégâts. Le SARS-CoV, qui a commencé en Chine, qui a une forte létalité, mais qui n'a pas eu une ampleur aussi importante que ça. Il y a eu le MERS-CoV, qui a eu aussi à faire des dégâts. Il y a beaucoup de virus grippaux qui circulent chaque année dans tous les pays. Mais la COVID-19 est différente de tous ces coronavirus que mais c'est des familles de virus. Ils sont de la même famille. Ce sont des familles de virus grippaux. Presque tous les coronavirus. Il y en a des milliers. Qu'est-ce qui se passe en Occident? J'ai fait la France. Chaque année, on vaccine tout le monde contre le virus de la grippe. Chaque année, les chercheurs font de nouveaux vaccins. En Afrique, non. On fait la grippe, on fait les choses. Je ne suis pas sûr, mais j'espère que l'OMS va certainement aborder cet aspect-là. Est-ce que nous, Africains, on n'a pas été en contact avec ce virus-là depuis longtemps, du fait que nous, on n'a pas eu à nous vacciner, à nous faire des choses, est-ce qu'on n'a pas développé une certaine immunité? Vous pensez donc que les Africains, il se peut qu'ils soient immunisés? Immunisés. Par quel mécanisme, je ne sais pas. Mais pour moi, c'est un volet à rechercher. Rien n'explique pourquoi les Africains résistent. Surtout que quand on prend le noir souffrent de la même façon que les autres populations qui sont en Europe. Donc, ce n'est pas l'aspect noir. Mais je pense, comme il a dit, c'est l'aspect environnemental qui est là, qui est certainement à avoir un effet dans cette situation de la maladie dans le monde. En tout cas, nous l'avons constaté, aucun pays africain ne figure parmi les 10 pays les plus endeuillés par la pandémie, malgré la fragilité des systèmes de santé qu'on trouve dans plusieurs pays de ce continent. Il reste moins touché par la pandémie comparativement à l'Amérique, l'Europe et l'Asie, avec un taux, et disons avec un nombre total d'environ 41 morts pour le continent africain. Donc, alors, pensez-vous qu'on peut parler à ce niveau de prouesse pour les États africains qui ont eu à gérer cette pandémie? De prouesse, je ne sais est-ce pas. que ça a été un mérite, on peut dire, ou bien c'est la nature? Je ne sais pas si on a fait des choses exceptionnelles plus que ceux qui en souffrent. Je ne pense pas.
la nature nous a favorisés. De quelle manière, je ne sais pas. Il y a beaucoup de maladies face auxquelles l'Afrique ne fait rien. On est en train de mourir de beaucoup de maladies. Le paludisme, on n'a pas pu faire des prouesses là-bas. Pour ce coronavirus, je sais que les pays ont fait beaucoup de choses. Si je prends mon pays, le Niger, dont j'ai été membre actif dans la riposte, je sais qu'il y a eu un vrai engagement politique. La politique s'est investie dedans. On nous a mis les moyens dont le Niger dispose pour faire face à cette maladie-là. Et ils ont mis des structures très tôt pour lutter contre cette maladie-là. Mais je ne peux pas dire avec certitude que c'est uniquement ça qui a protégé le Niger. Je ne peux pas dire que c'est uniquement ce comportement, cette réactivité de nos autorités et du système sanitaire qui a suffi pour nous protéger. Mais je sais qu'ils ont fait de leur mieux. Justement, pour le cas du Niger, pouvez-vous nous rappeler comment se fait la prise en charge des cas confirmés positifs à la COVID-19 depuis l'annonce du premier cas à ce jour? J'irai un peu en avance. D'abord, comment le Niger s'est préparé dès que les premiers cas ont commencé en Chine. Dès le premier cas là-bas, le Niger s'est investi à d'abord faire en sorte que la maladie n'arrive. Ce qui a fait qu'ils ont fait une étude de vulnérabilité. Où est-ce que si le Niger doit être contaminé, ça doit commencer par où et qu'est-ce qu'il faut faire? Et là, je vous assure tout de suite, les aéroports, les portes d'entrée ont été équipés en matériel de détection et autres. Et dans le même volet, on a pensé à si des cas doivent apparaître, comment le Niger va poser le diagnostic. Donc, on a expliqué avec nos partenaires le laboratoire qui va faire le diagnostic et on a mis en place des systèmes, disons, de centres de prise en charge. Il y a eu des centres qui ont été dédiés uniquement pour ça. Et dès que les premiers cas ont commencé à apparaître, au départ, tout cas diagnostiqué est hospitalisé, isolé. Mais avec nos capacités, on s'est retrouvé face à un dépassement de nos systèmes. Donc, toujours pour dire comment on a fait cette prise en charge, on était obligé d'hospitaliser les cas symptomatiques, de suivre à domicile les cas asymptomatiques et d'isoler les cas asymptomatiques qui n'ont pas les dispositifs à domicile pour être isolés. Donc, il y a 3 niveaux de prise en charge. Dans les structures de santé, à domicile et dans des hôtels où on isolait les gens. Et ça, je vous assure, le Niger, les partenaires ont mis vraiment des choses les moyens à notre disposition pour assumer ce. Le traitement symptomatique de la maladie. Le traitement symptomatique et même des traitements que des pays ou bien des chercheurs ont jugé efficaces parce qu'ils ont fait des recherches, parce qu'ils ont fait. Le Niger a adopté un traitement, en l'occurrence le traitement le schéma proposé par le professeur Raoul de Marseille, qui consiste à donner l'hydroxychloroquine et l'azithromycine aux malades. Qui était utilisé contre le paludisme. L'hydroxychloroquine, oui, ça fait partie, c'est une composante de la chloroquine qu'on a utilisée pendant des années contre le paludisme, mais que maintenant on n'utilise pas. Mais cette molécule-là, les gens le connaissent. En tout cas, il y a encore des générations qui ont pris. Peut-être vous, peut-être moi, j'en ai pris. Bien sûr. Même si les plus jeunes maintenant ne le connaissent pas. Mais beaucoup de gens ont utilisé ce produit-là contre le paludisme. Certains chercheurs ont soutenu que cette utilisation de la chloroquine pourrait avoir des impacts négatifs sur la santé. Et c'est à cause de ça que ça n'a pas été préconisé par certains acteurs, y compris par l'OMS. Et n'importe quel médicament a des effets secondaires. Et en l'occurrence, pour la chloroquine, on pense que ça peut avoir des effets secondaires au niveau cardiaque à un certain niveau. Et vu le niveau les preuves qu'on dispose pour l'efficacité n'étaient pas très bien démontrées, ou bien les gens n'ont pas accepté ça en tant que tel. Et quand tu dois donner un traitement, tu fais toujours bénéfice et risque. Si on n'était pas en mesure de démontrer que ce traitement est très efficace, pourquoi exposer des gens à faire des risques d'effets secondaires graves? Donc, l'OMS est dans son rôle. L'OMS n'a pas
officiellement, je parle sous le contrôle du docteur, l'OMS n'a pas officiellement reconnu le traitement et il n'a pas, je pense bien, il y a des recherches qui ont été engagées pour montrer l'efficacité ou non. Peut-être que le collègue va revenir là-dessus. Mais au Niger, c'est un produit qu'on connaît, que les gens utilisent, qui n'a pas d'effet délétère sur la population, et donc que nous avons jugé bon, devant cette situation imprévue, où on n'a pas beaucoup d'armes, s'il y a un produit qui peut nous aider, et à moindre coût, pourquoi ne pas tester? On a essayé et on a mis tous nos patients sous hydroxychloroquine. Docteur Biaye-José, quelle analyse faites-vous au niveau de l'OMS sur les moyens que les États africains ont mis pour pouvoir réussir à gérer cette pandémie, y compris du point de vue traitement, avec notamment l'utilisation de la chloroquine? Et est-ce que vous pensez, comme il a eu à l'expliquer, qu'il se peut qu'il y ait des personnes qui soient immunisées, notamment pour ce qui concerne le continent africain, contre cette pandémie de COVID-19? Je pense franchement, et je crois que le collègue a eu à le dire, quand on prend en compte les moyens dont disposent les pays africains et l'effort qui a été fait pour répondre à cette pandémie, je crois quelque part qu'il faut féliciter quand même cet effort qui a été fait. Et je crois que le collègue a eu à le dire pour le cas précis du Niger, de tout ce qui a été fait par le pays, par les autorités, par les partenaires, pour tant soit peu arriver à maîtriser cette situation. Et je crois qu'en dehors du Niger, les autres pays africains, comme je l'ai dit, avec les moyens qui sont les leurs, avec l'appui des partenaires, se sont vraiment engagés. On a senti un engagement au plus haut niveau dans tous ces pays-là. Et c'est vraiment le lieu de féliciter cet engagement qui quand même restera dans l'histoire de la lutte contre les maladies dans le continent. Mais quelle est la situation actuelle du traitement, docteur? Comment vous accompagnez l'évolution du traitement dans les pays? Exactement. Je pense que dans cet effort de résoudre les difficultés réelles, cette problématique de la maladie, les décès, il y a eu et il y a encore beaucoup d'initiatives. Et je pense que le rôle de l'OMS, c'est vraiment d'accompagner les pays dans toutes les initiatives, dans tous les efforts qu'ils font pour permettre qu'ensemble, on aboutisse à des solutions qui resteront pérennes. Et dans ce sens, par rapport à ce qui concerne justement la question du traitement, en rapport avec ce que le collègue vient de dire, et dans le cadre justement de l'accompagnement des pays, l'OMS a mis en place une grande étude qu'on appelle Solidarité, étude Solidarité, laquelle étude fait intervenir à peu près, pour le moment, près de 19 000 patients à travers près de 29 pays dans le monde et au niveau de 500 hôpitaux. Et là-dedans, effectivement, c'est des patients qui ont la maladie, à différentes phases de la maladie, et auxquels on administre une gamme de médicaments, dont l'hydroxychloroquine, il y a des antiviraux aussi. Et donc, bref, il y a une gamme de médicaments qui sont administrés à ces malades. Et l'objectif de l'étude, c'est vraiment d'avoir un recul, de prendre un temps pour arriver à avoir des conclusions sur le plan mondial
en termes, comme il a dit, de qu'est-ce que effectivement ça a donné par rapport à ces différentes molécules. Et ce sera à la suite vraiment de cette étude qu'il y aura les conclusions qui vont être mises à la disposition des pays en termes de finalement quelles seront les molécules que l'OMS va recommander, d'autant plus que la maladie est là, elle restera, et donc quel sera maintenant le futur schéma thérapeutique. C'est quand même un peu peut-être, je dirais, difficile, parce qu'il faut passer par ce stade-là d'études cliniques pour arriver à un résultat. Mais malheureusement, pendant ce temps, effectivement, il y a le fait que, comme je l'ai dit, les schémas varient d'un pays à l'autre et que les modalités de prise en charge aussi varient certainement, en dépit du fait qu'il y a cet effort un peu de standardiser, et de sorte que malheureusement, il y a quand même des pertes en vies humaines en attendant qu'on arrive vraiment à pouvoir conclure cette grande étude qui est en cours. Globalement, docteur, est-ce qu'on peut estimer qu'il y a eu des avancées au plan curatif de la maladie? Sur le plan global, je pense qu'on peut estimer. Quand on compare la situation au mois de mars, quand cette épidémie a commencé, et maintenant, franchement, il y a eu des efforts. Il y a eu des efforts, je donne juste l'exemple de la France. Au mois de mars, quand on regarde un peu le nombre moyen de décès, ça approchait les 1500. À un moment de pic, ils ont atteint 1500 décès par jour. Mais actuellement, ils sont à peu près à un maximum de 500. Tout décès est un problème. Donc, on ne peut pas être content s'il y a 500 personnes qui meurent. Mais quand on regarde en termes d'efforts par rapport au début de la pandémie, quand même, il y a eu des efforts qui ont été faits par rapport à la prise en charge. Et comparativement, justement, c'est le fait qu'au même moment, les cas ont presque quintuplé. Donc, on a presque 5 fois ou 6 fois plus de cas. Et donc, quand on voit en termes d'efficacité, quand même sur le plan de prise en charge, les gens, les pays ont acquis une certaine expérience dans la gestion des malades, liée aussi à certaines de ces molécules, comme je l'ai dit, qui sont dans ces phases cliniques telles que j'ai décrites, mais aussi liées aux capacités que les pays ont développées. La promptitude, la rapidité, le dépistage à temps. Et je pense que tous ces facteurs ont fait qu'au moins on arrive maintenant, ce n'est pas encore l'idéal, mais qu'on arrive à réduire quand même cette situation assez critique du nombre de décès. Et je crois que cet effort est fait dans tous les pays. Cet effort est fait dans tous les pays. Pour le cas du Niger, le collègue l'a dit au début, quand la pandémie a commencé, j'imagine que les hôpitaux n'avaient pas toutes les capacités qu'ils ont maintenant. Mais avec le temps, ils ont développé des capacités, tant au niveau de la capitale qu'au niveau de l'intérieur. Donc, est-ce qu'on peut espérer qu'un traitement ou disons un médicament soit homologué très bientôt par l'OMS par rapport à cette maladie? Parce que certains trouvent un paradoxe qu'on dise que la maladie n'a pas de médicaments et on trouve des gens quand même qui, à travers justement les traitements qui sont administrés, en sortent guéris. Oui, en fait, comme je l'ai dit, je pense que cette vaste étude clinique permettra qu'on arrive
à retenir des molécules qui seront officiellement recommandées. Et donc, on arrivera. Mais comme je l'ai dit, il y a une gamme de molécules qui sont en train d'être suivies, qui ont des effets, mais maintenant, il faudra justement qu'on attende que cette étude arrive à la fin pour qu'on retienne officiellement les produits et les molécules qui seront recommandés au pays. Donc, merci. On arrivera. Merci à vous, docteur. Au Niger, on le rappelle, les personnes âgées sont les plus sensibles à cette maladie, d'après une déclaration du ministre de la Santé publique au studio Kalangu. Selon docteur Idi Ilyasou Maïnassara, parmi les 69 décès enregistrés au Niger à la date de fin octobre 2020, la plupart avaient des comorbidités. Je propose d'écouter le ministre de la Santé, Dr Idi Ilyasou Maïnassara. L'âge moyen varie, je dirais, de 45 à près de 70 ans. Pour vous dire que c'est cette fourchette qui est la plus touchée. Et ici au Niger, les 69 qui sont décédés, la plupart, c'est des gens qui ont des comorbidités. C'est association Covid-infection, respiratoire aiguë par exemple, ou diabète, ou hypertension, ou en tout cas une tare associée. Donc pour vous dire que les personnes âgées sont les plus sensibles à cette maladie. Mais même les jeunes ont cette maladie parce qu'on a eu des cas de jeunes qui étaient confirmés positifs, qui ont été même hospitalisés, d'où la vigilance à tous les niveaux. Comment doivent alors se comporter les personnes les plus vulnérables qui ont déjà des antécédents médicaux face à cette maladie, docteur? Ils doivent de façon systématique porter les bavettes partout où ils sont, surtout s'ils quittent leur domicile. Pendant les cérémonies, respecter la distanciation sociale, le lavage des mains. Si les gens arrivent à les respecter, on peut minimiser, on peut même arrêter la circulation de ce virus dans notre pays. Docteur Bié-José de l'Organisation mondiale de la santé, vous avez déjà abordé la question de l'âge, mais il y a aussi la question de la comorbidité avec d'autres maladies. Est-ce que ce facteur, vous avez constaté au niveau mondial qu'il est également à prendre en compte? Absolument, absolument. Je pense que ce n'est pas seulement au Niger, c'est dans tous les pays. Qu'effectivement les patients ou les personnes qui ont des comorbidités sont susceptibles de contracter la maladie et sont un peu plus vulnérables. De sorte que la plupart justement des décès, comme d'ailleurs a eu à le dire Monsieur le ministre, ce sont beaucoup plus les personnes qui ont ces comorbidités. Il est peut-être déplorable, et c'est là justement qu'on arrive à cette question de l'expérience des pays par rapport à la maîtrise maintenant et à la gestion de cette maladie. Parce qu'au début, l'aspect comorbidité était négligé. Mais au fur et à mesure, on a remarqué qu'effectivement, il y a cette question de comorbidité, de sorte que dans le cadre de la prise en charge de ces patients, s'il y a une comorbidité associée, il faut la prendre en charge. Ça, c'est de 1. Et de 2, il faut que les personnes qui ont ces affections chroniques puissent quand même avoir la possibilité d'accéder et de prendre leurs soins, parce que ce n'est pas parce qu'on a des cas de Covid qu'on ne va plus soigner les hypertensions, qu'on ne va plus soigner le diabète. Et je pense que c'est là justement toute la question, prendre en charge les comorbidités qui sont un facteur associé au décès. Et je pense que ça a été intégré maintenant dans l'approche de prise en charge. Je crois que le collègue peut le confirmer par rapport à ce qui s'est passé. L'autre question qui à Niamey demeure, c'est la question de savoir s'il existe des gens immunisés contre la maladie ou moins exposés à cause de certains facteurs en lien avec leur position géographique sur le globe terrestre, tel que le climat par exemple. Jusque-là, il est difficile. C'est une nouvelle maladie. Il y a encore beaucoup d'études en cours. Il est difficile à ce stade de dire si
il y a des personnes qui seraient moins exposées en tant que telles. Je pense que le constat d'abord, c'est que la maladie maintenant frappe tous les pays. Bien sûr, à des degrés divers. Et donc, il n'y a pas dans ce monde-là, quelque part où on peut dire il n'y a pas la maladie. Juste peut-être pour illustrer un peu cette situation. Vous imaginez des pays comme le Cap-Vert, c'est un petit pays avec une dizaine d'îles. Et il y a des malades dans chacune de ces îles. Vous comprenez un peu. C'est la même chose, les pays nordiques. Dans le continent, tous les pays sont touchés. Donc, en tout cas, à ce stade, on ne peut pas encore dire qu'il n'y a pas... Il y a une race, une catégorie qui n'est pas touchée. Ce n'est pas encore prouvé scientifiquement. Ce n'est pas encore prouvé. Donc, une course effrénée est enclenchée depuis des mois et des efforts importants sont investis dans la recherche et la mise au point d'un vaccin contre cette pandémie. J'ai nommé la maladie à coronavirus, Covid-19. Docteur Hanki Yahaye, quelles sont les informations disponibles à ce sujet et comment un vaccin pouvait permettre d'être à l'abri d'une telle maladie? Merci. Et peut-être que la personne la mieux indiquée pour savoir la situation actuelle, le niveau d'évolution de la recherche, c'est peut-être l'OMS, mais ce qui est sûr, à notre niveau, est-ce qu'au Niger on fait des recherches? Non, ça, il faut il y a être le modeste. CERMES Mais non, le CERMES ne fait pas de recherche pour chercher des vaccins, on n'a pas les dispositifs nécessaires pour ça. La recherche du vaccin, c'est tout une chose qui est là très très bien définie. C'est pas comme ça que les gens font. Je ne sais pas si on a des pays africains où on fait la recherche des vaccins ou pas, mais au Niger, je peux le dire avec certitude que non. Mais ce qui est sûr au niveau mondial, oui, il y a énormément ce que les scientifiques appellent des candidats vaccins. Plus de 100 candidats vaccins, donc des vaccins qui sont en train d'être traités, d'être essayés pour voir. Et si moi je dois parler, ce n'est même pas est-ce qu'on aura vaccin, mais est-ce qu'on aura un vaccin dans les conditions normales. Parce que, qu'est-ce que je veux dire dans les conditions normales? Cette maladie a tellement bousculé le monde, a tellement bousculé la science et l'économie qu'on veut coûte que coûte avoir ce vaccin. Et pour avoir un vaccin, il y a des étapes obligatoires qu'il faut suivre. Que si les scientifiques ne font pas attention, si l'OMS ne joue pas correctement son rôle, les gens vont brûler les étapes. Il y a vraiment des étapes qu'il faut suivre que si on les suit, le vaccin là ne va pas sortir tout de suite comme de la magie. Et pour revenir un tout petit peu sur le traitement, vous avez l'air d'être très étonné que des gens guérissent. Le coronavirus est une maladie virale. La plupart des virus, il faut qu'on le dise, n'ont pas de traitement. C'est l'organisme qui se défend, c'est l'organisme qui fabrique des anticorps et ça sort. Ça veut dire que vous convenez qu'il y a des gens qui sortent guéris sans même prendre de médicaments? Sans prendre aucun médicament, comme beaucoup de virus. Au Niger, en Europe, en Amérique, partout, il y a des gens qui peuvent guérir sans prendre de traitement, comme beaucoup de maladies virales. Merci à vous, docteur, pour cet éclairage. Docteur Bier-Joseph, justement, où est-ce qu'ils en sont, les scientifiques, au sujet du vaccin contre la COVID-19? Bon, je pense pour un peu d'abord appuyer ce que le collègue a dit, c'est que compte tenu de la situation, effectivement, si on ne fait pas attention, on risque effectivement d'avoir n'importe quel soi-disant produit dont on dira que c'est un vaccin efficace. Bon. Mais c'est justement par rapport à ça que l'OMS, qui accompagne les pays, vraiment essaie de s'assurer que
d'abord, en dépit, et je pense qu'il y a une urgence, il y a vraiment une urgence, en dépit de l'urgence, et comme il a dit, pour appuyer ce qu'il a dit, que cette inquiétude ne soit pas, c'est-à-dire qu'on s'assure que le processus qui va conduire à avoir le vaccin soit un processus normal. Et par rapport à ça, l'OMS... Est-ce qu'on peut l'espérer très bientôt? Nous sommes vers la fin déjà de cette émission. Oui, donc en fait, il y a comme il a dit... Ça fait déjà presque un an qu'on en parle. Oui, parce que ça prend du temps la production d'un vaccin, mais le processus est en cours. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà au moins une dizaine de vaccins qui sont presque à la phase finale du processus de production, presque à la phase finale. Et ça demandera encore, pour que le vaccin soit disponible, peut-être qu'il faut qu'on attende. Ce sera certainement au premier ou au plus tard au deuxième trimestre de l'année prochaine, c'est-à-dire autour du mois de juin, que le vaccin pourra être disponible pour nos pays. Il faut au moins attendre donc juin 2021, voilà, mais une fois disponible et homologué par l'OMS, pourrait-il être accessible aux populations les plus pauvres de la planète? Et je pense que c'est pour ça justement que l'OMS travaille avec les pays pour sécuriser les vaccins, surtout pour les populations les plus pauvres et nos pays africains qui, on le sait, n'ont pas beaucoup de moyens, mais il y a vraiment une solidarité au niveau mondial pour appuyer ce processus, pour rendre le vaccin disponible à tous les pays du monde. À toutes les bourses. À toutes les bourses. Mais évidemment, les quantités vont peut-être pas être disponibles pour couvrir toutes les cibles au début. Ce sera progressivement, mais ce qui est sûr, c'est que le vaccin sera disponible pour toutes les bourses. Il y a vraiment cette préoccupation de l'équité pour que tout le monde, tous les pays aient accès à ce vaccin. En attendant l'arrivée de ce vaccin, Dr Hanki Yahaye, le traitement, on dit, ou un traitement plus convenable au niveau curatif, dites-nous quel conseil avez-vous à donner aux personnes qui ont commencé à relâcher dans l'observation des mesures barrières, distanciation sociale, lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou en utilisant le gel hydroalcoolique ou encore le port du masque que d'aucuns trouvent étouffant, par exemple? Merci. C'est une bonne question. Le collègue a abordé un peu l'aspect. C'est pour dire que cette maladie-là qui a fait irruption dans nos vies, c'est sûr, ça ne va pas disparaître comme la baguette magique. On va apprendre à vivre avec cette maladie-là. Et apprendre à vivre avec cette maladie, comme il l'a dit aussi, de plus en plus, la science comprend comment s'est fait la contamination, qui est à risque, comment protéger. Donc, les premiers gestes, ce que je vais dire à tous nos compatriotes, c'est de croire à la science, de se protéger soi-même, même si on est jeune, même si on pense qu'on a l'âge de ne pas faire de formes graves parce qu'on n'a pas de comorbidité, on peut prendre la maladie, amener ses parents. Donc, le respect des gestes barrières, c'est fondamental. Selon vous, quels sont les grands défis à relever pour arriver à tourner définitivement cette page de pandémie de Covid-19 au niveau mondial, en quelques mots? Le plus grand défi, c'est que les gens acceptent de reconnaître cette maladie. Ce qu'on refuse, c'est difficile de combattre. Une maladie qu'on refuse de reconnaître, c'est difficile. Si je reconnais que j'ai un ennemi, je ferai mieux le combat. Et je pense que cette maladie-là, c'est une réalité qui est avec nous et qu'on doit apprendre à vivre avec. Docteur Bié-José, les perspectives sont-elles favorables au niveau des États et à l'OMS par rapport justement aux défis? Bon, les défis, ils sont toujours grands, mais je pense que depuis l'histoire de temps, à la survenue de grosses épidémies, les efforts faits par les organisations, les pays,
ont toujours abouti. On a vu le cas d'Ebola, c'était difficile, mais on en est sorti. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un vaccin qui est disponible, qui peut être administré. Donc, il n'y a plus la peur qu'on avait pour Ebola. Ce sera la même chose pour Covid. Mais comme le collègue l'a dit, je pense que c'est important ce qu'il a dit, il faut quand même qu'on reconnaisse que la maladie est là, elle existe. Et il faut qu'on fasse tout pour se prémunir, pour éviter quand même d'avoir davantage de personnes qui contractent la maladie, davantage de décès. Et je crois que c'est vraiment ça le gros défi. Les moyens de prévention sont sûrs et certains. C'est faisable, c'est possible. Il faut les mettre en pratique. Je pense que c'est ça le plus important. Bien sûr, on aura le vaccin le moment venu, mais en attendant, faisons ce qu'il faut pour éviter que la situation telle qu'elle est là pour le Niger ne se dégrade. Merci à vous. Merci à vous, docteur. Fidèles auditeurs, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangu qui a eu pour thème situation mondiale de la maladie à coronavirus COVID-19. Quelle avancée sur le plan curatif et préventif. Nous retenons que des États ont fait des efforts immenses dans le cadre justement du traitement de cette maladie, bien qu'il n'existe pas encore de traitement homologué par l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Il faut comprendre par ailleurs que la maladie reste toujours d'actualité. C'est une réalité, la COVID-19. Il faut donc continuer à suivre les mesures barrières telles que expliquées par Dr Hanki Yahaye. Pour avoir ce vaccin, il faut peut-être attendre jusqu'à l'année prochaine, peut-être en juin 2021, nous a expliqué le médecin qui représente ici l'Organisation mondiale de la santé au Niger. Nous étions en compagnie donc de Dr Hanki Yahaye. Il est médecin infectiologue à l'hôpital national de Niamey. Il a représenté la commission prise en charge COVID-19 du ministère de la Santé publique à ce forum. Et Dr Bié José, il est médecin au niveau de l'Organisation mondiale de la santé au Niger, l'OMS, qu'il a représenté à ce forum. Nous disons merci à tous les deux d'avoir accepté de faire le déplacement pour venir répondre à nos questions. Merci également à vous, chers auditeurs et téléspectateurs, de nous avoir suivis. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation. Rendez-vous demain à la même heure pour un autre numéro du Forum de Studio Kalangu. Passez une excellente soirée et au revoir.